Salut tout le monde, bienvenue à TV Laval Nouvelle et notre beau Alex est de retour! Salut! Salut, je me suis ennuyé vraiment. Tu m'as manqué. Les gens aussi. Mais par contre, j'ai adoré les 4 semaines avec Stéphanie. C'était vraiment le fun. Stéphanie est tellement folle. Oui, vraiment. Elle est trop drôle. Ah, et je vraiment. t'aime, Stéphanie, tu vas me manquer, mais tu vas me manquer aussi. Ben, moi aussi, vraiment, sincèrement. Puis, tu sais, même, c'est tellement que ça s'est passé vite dans l'actualité, vous allez le constater dans les prochaines minutes avec le bulletin de nouvelles. Tu sais, on a eu le temps de pouvoir faire une réunion pour le Bloc québécois. Maintenant, ils peuvent faire une réunion dans une Smart. Puis, on a eu le temps aussi d'apprendre que Justin Bieber célébrait son 24e anniversaire. Pourtant, moi, ça fait comme 25 ans qu'il m'énerve. Fait qu'on 25 ans qu'il a genre 11 ans. Qui m'énerve. Mais on a pu apprendre tout ça. Mais il est sexy quand même. Tu sais, avouons-le. On va y aller avec des informations plus pertinentes, avec notamment aujourd'hui Julien Tremblay en spectacle. Oui, je bientôt, l'adore. Ici à Laval. Faut qu'on aille voir ça. On va aller voir ça, on se promet, puis on va vous rapporter des commentaires, nos commentaires, notre critique. On parle de la dette avec Arès Bourlacou, la dette du Québec. La dette du Québec qui est à 203 milliards. Oui. T'as-tu compté tes impôts sont-tu prêts? Moi, je pourrais régler ça tout de suite. OK. Tu as ça, toi, dans... Ben oui. Ah, oui. 200 pièces pour 203 millions. Hey, on va parler aussi OK. d'assurance hypothécaire. Oui, avec Monica Chukasi. Mais oui, tu m'as démasqué, j'ai 203 dans ton compte en banque. Parfait. On fait un rave au McDonald's. Et puis aussi, on aura l'occasion de parler de la Fondation Droit. En fait, c'est une fondation qui donne l'accessibilité aux jeunes à la musique. Il y aura un spectacle bénéfice très bientôt pour ce qui est des écoles qui sont impliquées dans cette fondation. Alors, on en reçoit deux femmes qui en sont les grandes artisanes. Alors, c'est aujourd'hui au menu de l'émission. Je me suis ennuyée de toi qui parlais autant. Oui, autant tout le temps. Mais Stéphanie, elle a de la bonne jasette aussi, ouais, aussi, mais c'est rien comparé à toi, Alex. Ben. Bonne émission, tout le monde. Un avocat arrêté aurait extorqué plusieurs clients. Le 15 mars dernier, les enquêteurs du service de police de Laval ont procédé à l'arrestation d'Emmanuel Cardinal, un avocat en droit des affaires de 32 ans, en lien avec un prêt à taux d'intérêt criminel et d'une fraude de plus de 5 000 $. Débutant en octobre 2017, l'enquête a permis de mettre à jour un stratagème de prêt qui dissimulait un taux d'intérêt illégal. En 2015, un couple de Laval a emprunté environ 100 000 $ à la compagnie des investissements E-Cardinal Incorporé, appartenant justement à l'accusé. Après investigation et analyse, les enquêteurs ont pu démontrer que pour ce prêt, l'accusé a perçu des intérêts à un taux criminel. Au départ, le couple a contracté un prêt à un taux jugé légal sur une durée d'1 an, mais ayant remboursé en deçà du délai, jamais ils n'ont vu leurs intérêts être ajustés, ce qui représente une infraction criminelle, d'expliquer la sergente Geneviève Major, porte-parole de la police de Laval. Selon le code criminel, à l'article 347, le taux d'intérêt maximum ne peut dépasser 60 % alors que sur le plan civil, celui-ci est considéré abusif au-delà de 35 %. Nos enquêteurs ont des raisons de croire que d'autres victimes auraient été flouées par Emmanuel Cardinal au moyen de sa compagnie, notamment parce que ces gens croyaient que le taux d'intérêt déboursé était légal, alors que ce n'est possiblement pas le cas, d'ajouter la sergente Major. Saisie d'une plantation de cannabis, dis-je bien, dans Laval-Ouest, à quelques mois justement de la légalisation à des fins récréatives, la vigilance de patrouilleurs ayant intercepté un véhicule circulant de manière erratique en plein jour sur le boulevard Arthur-Sauvé le 15 mars a finalement débouché sur le démantèlement d'une plantation de cannabis. Il était environ 14h30 quand les policiers ont accosté le véhicule avec deux individus à son bord, leur indiquant de s'arrêter et de se ranger sur le côté. Détectant une forte odeur de cannabis chez le duo et repérant des résidus de cette opiacée, les patrouilleurs ont procédé à son arrestation. Après quelques vérifications et une brève enquête, l'information recueillie portait à croire qu'une plantation de marijuana était reliée aux deux hommes encore détenus en ce moment, et ce, dans le secteur où ils avaient d'ailleurs été interceptés, non loin de la berge du Grand Brochet. Après avoir obtenu un mandat de perquisition en début de soirée, le soutien du groupe d'intervention tactique a été réclamé en raison des risques de l'intervention. Ces policiers spécialisés ont fait leur entrée dynamique à 23 h pour finalement découvrir que les lieux étaient inoccupés. Ils ont mis la main sur près de 40 plants de cannabis. Pour des raisons de sécurité, la résidence située sur le boulevard Arthur-Sauvé, près de la rue Bossuet, a été surveillée durant la nuit entière avant qu'on procède au démantèlement dans la matinée du 16 mars. Les personnes arrêtées sont un homme de 32 ans qui se trouvait au volant du véhicule, ainsi que le passager, son complice de 30 ans, dont on ignore encore s'ils sont connus ou non des services policiers.
Le premier fait face à des accusations d'entrave au travail d'un agent de la paix et production de cannabis. Le second à possession simple et production de cannabis. Avec Monica Tchoukassi, notre experte en finance, on parle aujourd'hui d'assurance hypothécaire. Oui. Et j'ai l'impression, ma foi, que je me suis peut-être fait avoir. Alors, c'est ce qu'on... Comment ça? Tu veux-tu nous livrer ça à la caméra, un message d'intérêt public Je personnel? sais pas, on va voir banque, caisse versus assurance privée. Oui. J'ai l'impression, je dis ça comme ça, qu'on aurait peut-être intérêt à aller vers le privé, mais c'est ce qu'on va voir. En tout cas, ça nous avec prend une Monica. experte, ça nous prend une conseillère en sécurité Oui, c'est financière ça. Oui, pour nous ouvrir un peu nos horizons, justement, puis peut-être commencer. Assurance hypothécaire, il y a deux sortes, on peut le dire comme ça, Oui. d'assurance hypothécaire. Bien, dans le fond, c'est la même sorte, sauf que naturellement, dans une institution financière, eux autres, ils vont appeler ça assurance hypothécaire, mais dans le fond, c'est une assurance vie Assurance temporaire. vie, oui, c'est ça. OK, Une assurance carrément. vie temporaire. Oui. Au cas que tu meurs, la maison La sera banque, payée. la banque se protège. Mais Oui, donc, effectivement. c'est ça. l'assurance de la banque est, disons, assurance courante, là, Oui. commune, que les gens ont déjà peut-être à la maison. Mais est-ce qu'il y a des clauses qui sont divergentes Oui. Ah, oui, de l'une de oui. l'autre, Oui, c'est-à-dire oui. du côté de la banque et de l'autre Oui, côté il aussi? y a vraiment deux grandes réalités. Premièrement, à la banque, c'est une assurance collective. Donc, il y a à peu près, 5 questions qui vont me dire, OK, parfait, tu es accepté. Alors, il n'y a pas de test, il n'y a pas de grande vérification. Par contre, s'il arrive un décès ou une maladie, à ce moment-là, c'est sûr qu'ils vont investiguer très, très, très profondément et c'est long. Alors, on aura peut-être payé pour rien parce que ça sera Effectivement, peut-être parce que là, ils refusé. peuvent déterminer que Mon peut-être Dieu, tu c'est étais épouvantable. malade 1 mois ou 2 avant de prendre l'assurance, donc techniquement, on ne te payera pas. Alors, ce qui ne sera pas une grande investigation au moment où vous signez en bas de la feuille. L'autre chose qui est très importante de comprendre, c'est la banque qui est propriétaire, qui est la propriétaire et le bénéficiaire. OK. Dans De la maison, par exemple, si jamais, par exemple, on ne peut plus payer notre assurance, quand on dit la banque a repris la maison, Oui. c'est dans ce Bien, contexte. c'est normalement parce que vous avez une dette. Ce que ça veut dire, c'est que si moindrement j'ai une assurance privée de la valeur d'hypothèque qui est, mettons, 300 000, la même chose avec l'institution financière. Alors, l'institution financière, premièrement, s'il arrive un décès, bien, c'est le montant qui va rester en dette à la banque. Alors, mettons qu'il reste 50 000, bien, le 50 000 est payé, Et mais c'est vous tout. n'avez pas un On n'a sou. pas une scène. C'est ça. Vous OK. n'avez Ben, pas les héritiers. vous avez aucun montant d'argent en argent liquide. Par contre, les héritiers n'ont plus de dette. Là. Il y a ça quand même de positif, si on peut mais faire l'autre l'avocat du diable, là. problématique, c'est qu'à chaque 5 ans, dans le fond, ils vont réévaluer le montant que vous avez à défrayer parce que vous avez vieilli de 5 ans. Donc, les probabilités, par exemple. Donc, que- l'assurance augmente tout Ouais, le temps, c'est puis ça. le montant descend. Ouais, parce que les probabilités, plus on vieillit, normalement, plus malheureusement, évidemment, il y a des risques de maladie, il y a des risques Oui. peut-être de déclenchement De décès. de décès. Alors, ça suit ce cours-là. Oui, alors si vous avez, exemple, quelqu'un qui prend une assurance, je ne sais pas moi, de 300 000, puis que c'est une personne jeune, mettons dans ton âge, et que ça lui coûte, avec une assurance privée, pendant 25 ans, 25 $ par mois, lui, il sait que, premièrement, le 300 000 va aller à ses héritiers s'il y a un décès. Ensuite de ça, il sait que le montant ne changera jamais et il est assuré d'être protégé tout le temps parce qu'à la banque, si entre-temps vous avez un cancer ou vous êtes malade, bien, ils ne voudront plus vous assurer. Ouais. Donc, vous vous retrouvez le bec à l'eau. Tout le long du paiement de l'hypothèque et après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux dire? L'assurance qu'on prend pour l'assurance hypothèque, une fois que notre maison de 300 000 est payée. Ah, bien, c'est fini. Mais de toute façon, elle est seulement 5 ans dans la mesure où Mais ton l'argent qu'on a engagement... mis, nulle part. Ah, oui, elle OK, nulle part. OK. Et je Elle nulle n'ai part. pas de demeure, mais justement, permettez-moi mon ignorance, mais est-ce que ça a une influence aussi également si le taux directeur, le taux d'intérêt bouge? Si par exemple on a pris un taux variable, est-ce que ça peut engendrer des problèmes Si c'est dans également? une banque, non. Si c'est dans une caisse populaire, oui. Parce que la caisse populaire, elle camoufle son OK. montant d'argent parce qu'elle va augmenter d'un certain pourcentage le taux d'intérêt et jusqu'à ce jour, on ne sait pas comment le calcul est fait. Alors pourquoi un a 3 points quelque chose puis l'autre a 2,75, on ne sait pas. Alors il va augmenter le taux, mais ce que ça fait, c'est que ça donne l'impression au preneur que il paye, je ne sais pas, exemple, 44 $,
Sauf qu'à la fin du 5 ans, il va avoir beaucoup moins remboursé son montant. Alors, ça commence à être beaucoup moins intéressant. Mais de ce que je comprends, parce qu'étant donné, si on meurt, on a seulement, dans le fond, la maison est payée avec la banque. La balance qui reste. La balance de la dette est payée. La balance de la dette est acquittée. De toute évidence, ça me semble moins avantageux qu'une assurance privée. Mais quel est l'avantage? Est-ce que c'est parce que c'est moins cher avec la banque? Pas du tout, c'est minimum le double. Donc, absolument aucun avantage. Ah oui, c'est le double à ton plus jeune, mais le montant va continuer d'augmenter pendant les 25 ans. Donc, en général, le seul avantage, c'est que c'est réglé vite fait, puis on n'en parle plus. C'est parce que vous ne le savez pas, tout simplement. Et eux ne vont pas le mentionner. Non, exactement pas. C'est juste pour ça. Et quand il est question, par exemple, je reviens un peu avec la prémisse, c'est-à-dire qu'on parle de quelqu'un qui décède, par exemple. Oui. Est-ce que chez le notaire, par exemple, dans son testament, est-ce qu'il y a des choses aussi à voir en lien avec l'assurance ou ça n'a aucun lien finalement? Si vous avez une assurance vie, il y a toujours un bénéficiaire. Donc, c'est le bénéficiaire à l'intérieur de 30 jours à partir du moment où les papiers légaux sont reçus. À l'intérieur de 30 jours, la personne reçoit l'argent. Alors, imaginez que s'il reste 50 000 à payer sur la maison, c'est le fun, le 50 000 est payé, vous n'avez plus de dette. Mais si de l'autre côté, vous recevez 300 000, vous pouvez le payer à ce moment-là, le 50 000, et placer le reste de l'argent. Allez faire votre épicerie parce que peut-être que tous vos comptes sont gelés. Alors, non, c'est vraiment à tous les niveaux, c'est extrêmement avantageux. Et ça couvre toutes les sortes de dettes que vous pourriez avoir aussi. Et il reste 30 secondes. Est-ce que c'est possible, si on est avec la banque ou la caisse, de vraiment briser le contrat? C'est mensuel. Donc, toutes les assurances, et ça peut se renégocier. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Demain matin, vous n'êtes pas content de ce que vous avez avec privé ou avec une institution financière. Et comme vous nous dites c'est mensuel, souvent... votre engagement est mensuel. Comme vous nous dites souvent, Monica, de renégocier, de marchander, d'aller voir dans différentes institutions ou groupes d'assurance pour pouvoir... Au privé, même, aller voir plusieurs places. Je veux dire, il y a des informations sont standards. Alors, à ce moment-là, quand vous êtes renseigné, parce que tout à l'heure, tu disais, je pense que je me suis fait avoir, c'est toi qui t'es... mal avoir exactement toi-même. C'est toi-même qui est la source de ton problème parce que tu t'es pas renseigné. Puis ça vaut pour prendre les responsabilités. En bon québécois, check tes affaires. Je vais checker mes affaires et checker les vôtres, mesdames et messieurs. Merci, Monica. Ça me fait plaisir. Merci. Plan d'action optimisé en prévision de la crue printanière cette année. La Ville de Laval qui met de l'avant un plan d'action optimisé en prévision de la crue printanière au cours des prochaines semaines. Et en effet, bien que la situation actuelle ne soit pas du tout alarmante, l'administration municipale déploie déjà les efforts nécessaires, considérant que la sécurité des citoyens lavallois débute par une bonne planification. La vigie saisonnière annuelle a commencé le 15 mars dernier sous la gouverne de la Division de la sécurité civile et du service de police. Laval propose une nouvelle approche de livraison systématique de sacs de sable en fonction des zones d'impact anticipées, faisant ici un pas de plus pour optimiser ces façons de faire. Et concrètement, grâce au développement de zones de planification des opérations lors d'inondations pour les rivières, les prairies et des mille-îles, il est prévu que les citoyens reçoivent la livraison de sacs de sable une semaine avant l'hypothèse d'une inondation dans leur secteur. Pour que le tout soit fait dans le bon ordre, la zone de planification des opérations a été revue. La plaine inondable et les sites sensibles sont désormais découpés en sous-secteurs A, B, C, D. La Ville travaille également à intégrer dans son modèle de simulation des données prévisionnelles et en temps réel sur les crues et leurs conséquences, afin d'anticiper les mesures à prendre. Je vous rappelle que depuis 2006, 14 stations télémétriques sont installées à des endroits stratégiques sur le pourtour de l'île Jésus. Celles-ci permettent de suivre l'évolution des niveaux d'eau. Ces stations sont calibrées avec les seuils historiques d'inondation des principales zones touchées et permettent de rapidement identifier 3 niveaux d'alerte. De plus, Laval s'adjoint depuis 2005 de l'expertise de la firme privée Hydro-Météo pour la surveillance des rivières et des bassins en amont. Il est fortement recommandé aux Lavallois de s'abonner d'ailleurs aux communications de la Ville en cas d'avis important ou de situation d'urgence afin d'être rapidement informés. L'inscription se fait en ligne. Les citoyens dont les coordonnées ont changé doivent également mettre leur profil à jour. Évidemment, on vous tiendra au courant dans les prochains bulletins de tout ce qui a trait à la fonte des rivières, des glaces en lien avec peut-être des inondations à venir.
Un investissement de 11 millions de dollars pour les fugues. Autre dossier important pour les territoires lavallois, la ministre déléguée à la réadaptation, à la protection de la jeunesse, à la santé publique et aux saines habitudes de vie, Lucie Charlebois, a annoncé un financement annuel récurrent de 11 millions de dollars pour diminuer le nombre de fugues au Québec. Le 12 mars dernier, au CI3S de Laval, elle en a profité pour lancer un plan d'action sur les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation. Le plan définit les 24 actions prioritaires regroupées sur 7 grands thèmes à mettre de l'avant afin de mieux protéger ces jeunes, en plus d'outiller les patients, les parents, les éducateurs et les partenaires du milieu pour comprendre davantage la fugue. Ce plan vise à améliorer la qualité des services offerts et à soutenir sur le plan clinique les intervenants et les gestionnaires tout en permettant de renforcer la concertation de l'ensemble des partenaires concernés. La ministre Charlebois a souligné que ce plan d'action s'est inspiré du rapport du vérificateur indépendant André Lebon et des intervenants du milieu. Nous voulons en faire une priorité nationale, a-t-elle dit. Outre cet investissement, 63 nouveaux postes seront créés à la supervision clinique et du personnel de réadaptation. Et pour renforcer la concertation avec l'ensemble des partenaires, le plan d'action prévoit aussi la formalisation d'ententes de collaboration, ainsi que le déploiement d'un agent de liaison dans les 17 régions du Québec afin d'assurer la coordination de ces collaborations. Une vigie nationale sur la fugue, l'exploitation sexuelle et la réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation sera également mise en place. Fait que, hey, là, je peux poser une question de 2 minutes. OK, c'est beau. OK. On a une inside, on a... Attends. Excuse, on peut pas commencer l'entrevue. Avec Julien Tremblay, on aurait pu commencer avec un fou. Mais là, non! Non, pas là. On recommence. Excusez, gang. C'est une fondation qui existe ici en territoire lavallois depuis déjà 18 ans, depuis 2000. La Fondation Droit au talent qui organise un concert bénéfice. C'est très bientôt, c'est le 21 avril en l'église de Sainte-Rose. Mais pour nous parler de ce que c'est la mission de cette fondation et aussi bien sûr plus en profondeur de ce spectacle à venir, on a avec nous Josée Baudry qui est présidente de Fondation Droit au talent et Julie Beaulieu. Merci d'être avec nous, vice-présidente de cette fondation qui, dans un premier temps, on va y aller avec la question de base de qu'est-ce que c'est cette fondation? La Fondation Droit au talent, comme vous l'avez dit, existe depuis 2000 et ça vient principalement en aide aux 5 écoles qui donnent la concentration art, musique, études. Donc, c'est sur tout le territoire de Laval. Et puis, on vient en aide avec des instruments, avec des minutes de plus en enseignement. En cours, c'est ça. On vient aussi supporter les parents avec différentes formes de levée de fonds, de campagne de financement. On parle d'élèves de quel âge? On parle d'élèves entre la 3e année et le secondaire 5. Et c'est vraiment intégré à leur cours? Oui. OK. Oui, c'est intégré. À la 3e année, on commence avec les cordes à l'École des Cèdres et Marcel Vaillancourt. Ça se poursuit à Polyjeunesse et à Cure-Antoine-Labelle par la suite. Et au secondaire, il y a Polyjeunesse qui offre vent percussion, guitare classique et le Monde de la salle qui offre les vents percussions. Et on parle d'accessibilité, puis parce que c'est différents types de personnes, c'est-à-dire des fois des milieux défavorisés un petit peu plus. On sait que les instruments, ça coûte très cher, donc vous intervenez à différents niveaux. Là. Exactement. Les instruments coûtent très cher et on est là pour supporter les parents, mais comme vous dites, rendre accessible parce que les arts, la musique, c'est important pour tous. Le but ultime, ce serait que tous les enfants peuvent jouer de la musique. C'est un rêve, c'est un idéal, mais là, on se concentre sur nos 5 écoles, mais c'est vraiment pour que tous puissent avoir un instrument de qualité pour jouer, puis pour progresser, mais aussi pour avoir du plaisir à l'école. Puis je veux juste illustrer, parce qu'on a bavardé évidemment avant de pouvoir ouvrir les caméras puis de jaser aux gens qui nous écoutent actuellement, mais il y a des gens, là, des fois, parce qu'on pense souvent à la musique au génie. On pense souvent à quelqu'un dont tout lui réussit facilement, un genre de Grégory Charles, par exemple, virtuose, mais il y a des jeunes qui grâce à vous, des fois qui sont dyslexiques, par exemple. Je veux juste illustrer le fait que c'est accessible à tous. C'est vraiment un programme qui est ouvert, puis qui est... La Commission scolaire de Laval veut le rendre le plus accessible au niveau monétaire, mais aussi, ils ne vont pas...
mettre de côté un enfant qui a du talent et qui est prêt à mettre l'effort. Par contre, ça prend quand même de la volonté, de la persévérance et un support des parents. Est-ce que vous remarquez dans le comportement des enfants si ça les change, le fait qu'ils font de la musique? C'est une motivation constante. Le fait d'avoir une période de musique minimalement à chaque jour fait que les enfants sont heureux de rester justement sur les bancs d'école jusqu'en secondaire 5. De raccrocher, de rester accroché. Ça crée des liens aussi, faire de la musique avec il y a une fratrie qui se développe au travers des années. C'est ça, il y a une belle fratrie qui se développe. Il y a une façon de communiquer. Ben oui, allez-y. Petit aparté, le programme musical, il y a 0 % de décrochage. On diplôme tous nos jeunes qui sont dans le programme musical, se rendent en secondaire 5, ils obtiennent un diplôme. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'à la suite de leur diplôme en concentration musique, il y a, je pense, des crédits supplémentaires. Oui, exactement. Puis quand ils arrivent au cégep, leur dossier est sur le dessus parce qu'ils ont fait tout le parcours et puis ça leur donne plus de chances pour accéder au programme qu'ils veulent avoir. C'est sûr que c'est pas 100 % des jeunes qui continuent en musique, mais s'ils choisissent d'aller en sciences humaines ou en sciences pures, bien, à ce moment-là, ils sont sûrs de rentrer. Ce qu'on va acquérir comme bagage dans notre jeunesse, on a des éponges quand on est jeune, alors ça nous sert partout dans nos vies. Oui, encore de plus à notre âge. Tout à fait. Tout à fait. Ou à notre archet. À notre archet. C'est ça. Ça fait partie, est-ce que ça fait partie du curriculum carrément? Oui, c'est un programme du ministère de l'Éducation. Et puis il y a un spectacle à la fin de l'année, si j'ai bien compris. Il y a différents concerts dans toutes les écoles de la commission scolaire. Par contre, la Fondation, nous, on organise annuellement différentes levées de fonds, campagnes de financement. Et le concert bénéfice est le plus gros... le moyen de financement le plus pour gros, vous. c'est Exactement. Parlons-en de ce concert bénéfice du 21 avril prochain, Église Sainte-Rose. Est-ce qu'il y aura des jeunes en évidence, justement? On va avoir 200 choristes sur scène, ils vont présenter une exclusivité, c'est-à-dire la commission scolaire a été approchée par monsieur Dimitri Ilias pour faire le conte des merveilles, pas de problème. Merveilles des monstres. C'est bien que ça fait des choses à le carnaval des merveilles et des monstres. J'étais loin, là. Oui, exactement. Et dans ce conte-là va être porté à la francophonie, dans toute la francophonie, va être entendu dans toute la francophonie. Un livre 10. Un livre 10, exactement. Donc, on va avoir 200 choristes sur scène. Qui vont en jouer des extraits. Qui vont jouer des extraits avec l'Orchestre symphonique de Curant-Antoine Abel. Wow. Ce sont tous des jeunes du primaire au secondaire 5. Et puis, on va avoir aussi toutes les autres concentrations qui vont être... qui vont être en évidence. Exactement. Un orchestre de guitare classique, un orchestre à cordes de polyjeunesse. Il va avoir, c'est ça... Vous m'aviez parlé tantôt, là, parce que, tu sais, là, pour ceux qui aiment la musique rock, les classiques, Bohemian Rhapsody, ça devrait être très enlevant. J'avais parlé de Mon ça. Dieu, c'est difficile à chanter aussi. Accompagné par une chorale d'adultes dirigée par Jean-François Trudel. L'harmoniqueur. Donc, ça va être à c'est retenir. une chorale Mais là, de Laval. vous avez, parce qu'à chaque année, pour la deuxième partie, vous avez un artiste de pointe. C'est très spécial. Et là, celui-là de calibre international, Absolument. On est Charles très Richard Hamelin, c'est incroyable, qui a remporté plusieurs prix internationaux, est connu au Japon, en Asie, pour son répertoire, notamment de Chopin, plusieurs Félix aussi à son actif. Parlez-moi un peu comment c'est arrimé, votre association avec Charles Richard Hamelin. Bien, c'est son agence. On avait déjà fait affaire avec cette agence-là pour d'autres artistes. Ils nous l'ont proposé, puis on a dit oui. Donc, tout entrait, la date et tout ça. Donc, on a dit oui, absolument. Donc, ça va vraiment être une super deuxième partie aussi. Je pense que c'est un, vous me permettrez l'espagnol, mais c'est un fit, tu sais, dans le sens où, parce que c'est un jeune pianiste, il sera aux côtés justement de jeunes qui aspirent peut-être à ce que lui, il est devenu. Il est passé par où ils sont il n'y a pas super longtemps. Alors, un beau modèle. Je pense que c'est un beau modèle pour les jeunes aussi. Là. Exactement.
Alors, comment on peut acheter des billets? Comment on peut être présent lors du 21 avril? Vous vous rendez sur le site de la Fondation, www.fdat.ca. Vous achetez vos billets directement en ligne. Donc, c'est à partir de là et c'est le 21 avril à 19h. Animation aussi de Francis Rédé. Fallait pas l'oublier, l'animateur Chambre pas en connu. ville! Chambre en ville, Ah, vous les avez comédiens jamais aussi. vu ça? Non plus. Ou des kiwis des hommes avec la palourde royale. Exactement. Vous êtes content d'entendre ça. Ça également. Ben merci beaucoup. Merci. Puis, bon succès. Merci à vous de nous Merci à avoir vous, reçus. super Merci. gentil. Des étudiants dévoués à la soirée Révélation gourmande de la Fondation du Collège Montmorency. Le 15 mai prochain se tiendra la 4e édition de la soirée Révélation gourmande, événement phare de la Fondation du Collège Montmorency, présenté par Desjardins au profit de notre relève de demain. Les convives auront le privilège de vivre une expérience gastronomique en compagnie d'un chef de renom et d'un sommelier invité. Ce grand cocktail dînatoire se tiendra sur scène de la salle André Mathieu le mardi 15 mai 2018 à 18h. Les étudiants du collège joueront un rôle majeur dans cet événement puisqu'une cinquantaine de ceux-ci ont accepté d'être bénévoles, hôtesses et hôtes, serveuses et serveurs, cuisinières et cuisiniers provenant des programmes de technique de tourisme, technique de sécurité incendie et gestion d'un établissement de restauration sauront vous accueillir lors de la soirée. Les billets et les forfaits VIP incluant une table cocktail réservée et 10 billets sont présentement en vente au coût respectif de 200 $ et 2500 $. Pour réserver votre place, visitez la page de l'événement. Pour ouvrir la voie à la relève, la mission de la Fondation du Collège Montmorency est d'inspirer, d'encourager et d'accompagner les étudiants dans leur parcours d'études supérieures et leur permettre de réaliser leurs idéaux. Gérée par un conseil d'administration distinct de celui du collège, la Fondation du Collège Montmorency met en œuvre des programmes et appuie des projets qui encouragent la persévérance et l'excellence afin que les étudiants en ressortent grandis, engagés et ouverts. Depuis ses débuts en 1985, la Fondation du Collège Montmorency a attribué plus de 6 millions à ses programmes de bienfaisance, à ses fonds réservés et au collège. Une deuxième friperie Renaissance à Laval, ouverte depuis le 12 mars et inaugurée officiellement le 14 mars, la friperie Renaissance du centre Saint-Martin est devenue la deuxième du genre à s'établir sur l'île, après celle du boulevard des Laurentides à Pont-Viaud. Aménagée dans l'ancien local qui abritait Rossi, la friperie Renaissance s'étale en tout sur quelques 24 000 pieds carrés, incluant l'entrepôt, dont 14 000 sont réservés aux magasins. Les vêtements et objets vendus à prix modique et sans taxe proviendront des centres de dons déjà présents sur le territoire lavallois. Il sera aussi possible d'apporter les dons au magasin du 965 boulevard Curé-Labelle. Organisme à but non lucratif, Renaissance prône une deuxième vie pour les objets et les gens dans ses 48 succursales. Au magasin de Chaumédé, une quinzaine de participants en insertion d'emploi occuperont durant l'année les 5 postes appelés tremplins auxquels se grefferont des employés réguliers. En plus de privilégier l'insertion sur le marché du travail à travers ses succursales, Renaissance ajoute un autre volet à sa mission, celui d'offrir un local d'emploi dans l'enceinte même de ses friperies. Renaissance existe depuis 1994 et sa mission est de faciliter l'insertion sociale et professionnelle de centaines de personnes chaque année qui éprouvent la difficulté à intégrer le marché du travail tout en suscitant l'engagement pour chacun à poser des gestes pour préserver l'environnement. Cette chronique sociopolitique est rendue possible grâce à Mme Monique Sauvé, députée libérale de la circonscription de Fabre, membre du bureau de l'Assemblée nationale du Québec. On parle de dette du Québec aujourd'hui avec Arès Bourlacou. Es-tu contente que je sois de retour? Ah, vraiment? Non, mais c'est parce que je ne sais pas si on va en venir à bout. En fait, on parle du déficit et du fonds de génération. Effectivement. Je crois qu'on est à peu près à mi-chemin de l'objectif de rembourser la dette. Où en sommes-nous? Oui. Parce qu'on avait comme un terme de 20 ans là-dedans, En fait, c'est que récemment, dans les nouvelles, on a appris que le Parti libéral, donc en l'occurrence le gouvernement du Québec, va consacrer 10 milliards de dollars puisés à même le fonds de génération pour diminuer la dette. Et ça, ce sera échelonné sur plusieurs années à coût de 2 millions par année sur 5 ans, si je ne m'abuse. 2 milliards. 2 milliards par année, c'est ça, 2 milliards, effectivement, mais sur 5 ans. Et on sait que le budget de M. Carlos Letao, qui est le ministre des Finances, le 27 mars s'en vient, mais déjà, on apprend quelques virgules de ce budget à venir. Alors, on prévoit le rembourser plus rapidement qu'en 20 ans. Peut-être
Ça reste à voir quand même. Ça, c'est un objectif politique que le gouvernement se donne. Il faut parler un petit peu, mettre tout ça dans un contexte. Pas juste parler juste de la dette du Québec. Ça c'est un sujet qui touche en général le pays de l'Occident, surtout les pays européens. Pourquoi il faut se préparer, mettons, s'il y aura une autre crise? Les gouvernements ne peuvent pas vous dire tout, là, mais on le sait, il nous faut une marge de manœuvre au cas où une autre crise subprime ou... Et on s'en va vers ça. Je dirais pas qu'on s'en va vers une crise subprime, mais attention, il faut voir la crise de crédit pour les emprunts pour les études universitaires aux États-Unis. Ça pourrait éclater. Questionnement aussi qui se fait, parce qu'on est dans une année électorale. Oui. Alors, toutes sortes d'annonces qui se font depuis quelques semaines, même quelques mois, parce que ça a commencé fin 2017, et est-ce que, justement, par cette stratégie de rembourser la dette, c'est pas une autre, disons, argument, une autre raison d'avantage pour montrer que le Parti libéral, finalement, OK, on vous a coupé pendant les dernières années, on a fait preuve d'austérité, alors notre stratégie maintenant, voilà pourquoi on a fait ça, on est un bon gouvernement, on sait comment gérer. On monte donc une stratégie un peu en lien avec cette année électorale, parce qu'il y a des gens qui le perçoivent comme ça, par exemple. Oui, mais il ne faut pas oublier quand même qu'on a un gouvernement fédéral à Ottawa qui, quand même, on le voit, c'est très dispendieux pour les dernières années. Il faut voir ça parce que, quand même, il y en a, mais il y aura de la place pour développer encore. L'idée, c'est que, comme vous le savez, là, la dette sur payer l'épicerie, ça c'est mauvaise, par exemple. Il faut s'endetter toujours pour réinvestir de l'argent, comme vous dites, infrastructure, grands chantiers publics, se donner une stratégie pour développer un tel ou un tel secteur énergétique, en l'occurrence, par exemple. Mais si ça se cumule plusieurs déficits, ça crée une dette qui crée énormément de problèmes. Le moment où on va s'emprunter sur les marchés internationaux pour avoir encore accès aux fonds. Mais dans le concret, dans la vie concrète des gens qui nous écoutent, c'est quoi les conséquences? Parce qu'on sait qu'on ne veut pas léguer la dette aux générations futures, mais c'est très simple. On vit sur la carte de crédit de l'avenir. Donc, si on ne paye pas maintenant, ça va augmenter de plus en plus. Les intérêts vont augmenter également. Donc, nos taux d'intérêt vont augmenter comme ils sont en train de monter. N'oubliez pas, il y aura toujours des agents de cotation qui regardent les finances publiques. C'est comme un comptable qui vient te tirer par les oreilles pour te dire, écoute, vous avez dépassé une certaine limite. Donc, si vous voulez vous emprunter encore plus, il faut que vous payiez encore plus d'intérêt. Est-ce qu'il y aurait des risques d'avoir des taux d'intérêt exorbitants comme il y a eu dans les années 80? Le cas le plus éloquent dans ce contexte-là, ça pourrait être l'Italie, un pays de G8 dont la dette dépasse, imaginez-vous, 130 même la Grèce. De son PIB. La Grèce qui déborde de dette. Déborde, puis c'était de là un budget d'austérité pour de vrai. Mais il y aura toutes sortes d'ajustements avec l'Union européenne. Mais est-ce que le Québec, parce qu'on parle souvent que le Québec est très progressiste dans ses mesures, dans ses projets de loi, peu importe de quel domaine il s'agit, est-ce qu'on s'en tire mieux également sur le plan financier que le reste du Canada, que d'autres provinces, si on fait un peu l'amalgame des autres dettes d'autres provinces canadiennes? Moi, je dirais que ni plus ni moins. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les dettes toujours. C'est quoi la dette? C'est effectivement les plusieurs déficits qu'on accumule sur le budget de chaque année. Donc, les États, ils s'en prennent parce qu'ils font pas face aux dépenses qui leur rencontrent. Oui, moi, j'ai le chiffre ici. J'ai eu le chiffre de rapport. 203 milliards de dollars et actuellement aux environs ça, c'est juste le Québec. On ne parle pas du Canada. Non, tout à fait. Non, tout à fait. Mais aussi, moi, c'est un papier. C'est effectivement, même si les gens peut-être sont un peu cyniques parfois au monde politique, il reste que l'exercice qu'on a aux 4 ans se fera en octobre prochain. Alors évidemment, allez voter, mais ça, c'est d'avance qu'on vous le dit. Mais revenons un petit peu plus près. Ce que je veux mentionner, c'est que le prochain budget à l'État, qui sera le dernier de ce gouvernement, en tout cas actuellement en place du Parti libéral, qu'est-ce qu'il nous réserve pour le 27 mars? Moi, j'ai entendu parler en avance de beaucoup d'argent qui sera consacré à la famille. Exactement.
puis ça touche effectivement les familles. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour le Québec, surtout pour les régions qui sont plus proches, limitrophes de la zone de la capitale nationale. On s'entend pourquoi. Alors, ça pourrait encore donner des épargnes pour les familles pour qu'ils survivent d'une autre manière, utilisent les fonds pour d'autres investissements. Mais justement, qu'est-ce que le gouvernement libéral doit faire dans ce budget-là? Parce que c'est souvent... Après l'usure du pouvoir, surtout le Parti libéral, souvent on évoque l'usure du pouvoir parce que ça fait très longtemps, mis à part un intermède du Parti québécois d'environ un gouvernement minoritaire d'1 an et demi, de 18 mois. Mis à part ça, on sent les politiciens, les différents députés qui s'en vont, les ministres, Jean-Marc Fournier, qui est probablement le meilleur joueur, si je peux me permettre l'appologie, de hockey, du côté du clan libéral, encore plus, moi je dirais, meilleur compteur que son chef. Alors qu'est-ce qu'on peut... Est-ce que vous croyez que ce budget-là va changer la mise pour le Parti libéral? Il faut le voir. On peut pas faire une prédiction exacte, mais je pense que oui, à la condition... Donc, ça pourrait être un incitatif pour même gagner les prochaines élections, à la condition que ça montre carrément que ça va être un budget de transformation de la province. Ça veut dire... Effectivement, comme nous avons discuté déjà, une politique de mobilité de transport, transport écologique, transport vert, des gros investissements dans l'infrastructure, échangeur tour-côte, REM pour parler de la zone de Montréal, le tramway qu'on a vu à Québec. Donc, le Québec qui se transforme, qui s'arrime avec les exigences du 21e siècle. À mon avis, ça pourrait être une carte gagnante pour le Parti libéral. Mais à ce rythme-là, je ne sais pas c'est quoi le taux d'intérêt, mais ça doit... Ça dépend toujours, il faut voir. Ça va augmenter. Il y a des pays qui font ça, ils nous mettent une horloge, puis nous, on voit effectivement l'auteur de la dette qui monte. Mais on ne peut pas en venir à bout jamais à effectivement. 203 milliards. Payer la dette, c'est une problématique. Bon, c'est pas utopique forcément, parce que je pourrais vous donner un pays qui va extrêmement bien. Le premier exportateur en termes de matériaux, des biens à forte valeur ajoutée, qui est toujours contre la dette, puis c'est le grand partisan pour réduire les déficits. Pour renchérir dans cette question qu'Amélie a posée, très pertinente, est-ce que vous êtes pour la baisse des impôts ou la baisse de la dette? Pour la baisse de la dette, effectivement. Oui, je suis parce que pour le contribuable, vous comprenez que c'est la baisse des impôts que les gens, les parents, les payeurs de taxes vont Si vous dites qu'on est un pays progressiste, une province qui veut regarder vers l'avenir, alors il faut réduire la dette pour que, notamment, on se donne de marge de manœuvre pour encore améliorer le service public et les investissements. Cette idée-là aux gens. Et baisser les impôts éventuellement? Oui, je pense que ça va venir un jour. C'est vrai qu'on se plaint toujours des taxes qu'on paye ici, surtout au Québec, mais je pense que ça va venir un jour. Moi, je suggère de faire comme plusieurs humoristes y ont dit au fil des années, juste déclarer faillite et repartir. sur un long nom. Daniel Lemire. Oui, ça va être très difficile parce qu'il faut avoir à ce moment-là la possibilité de vendre de plusieurs actifs, comme nous avons discuté il y a quelques années, si vous vous rappelez, par exemple, une partie de Hydro-Québec pour payer la dette. Est-ce que ça nous convient? Il faut voir. Faut voir, hein? Merci. Voilà, au plaisir. Tatiana Aoulou s'envole vers l'or à New York. Tatiana Aoulou ne cesse d'impressionner. Elle a fracassé un vieux record du Québec de 33 ans au saut en longueur à la compétition New Balance Nationals à New York. Membre du club d'athlétisme dynamique de Laval, connu également sous le nom de CADL, la jeune athlète de 17 ans réussit un bond de 6,30 mètres, reléguant aux oubliettes le record de 6,24 mètres de Carole Galloway, obtenu en février 1985. Et du même coup, la Lavalloise a raflé la médaille d'or dans une des plus importantes compétitions scolaires aux États-Unis. Tatiana a connu beaucoup de succès au pays de l'Oncle Sam en enregistrant des sauts de 6,26 mètres, 6,20, 6,30 et 5,96 mètres. Elle a ainsi amélioré une marque dans 3 catégories différentes, junior, espoir et senior. Avec ce taux, Tatiana est maintenant classée 6e au monde dans la catégorie des moins de 20 ans.
Elle est la meilleure d'ailleurs au pays aux 60 mètres et saut en longueur chez les U20. Elle occupe d'ailleurs le 3e rang aux 200 mètres. Incommodée par une blessure au genou, Tatiana, qui s'était qualifiée pour la demi-finale avec un temps de 7,55 secondes aux 60 mètres, a dû déclarer forfait. Une autre athlète du CADL, Chloé Royce, a également pris part à cette compétition à New York et Chloé s'est illustrée en prenant la 6e place du pentathlon avec un total de 3 387 points. Elle a réalisé d'ailleurs un record personnel aux 60 mètres haies et au lancer du poids. Joseph Fan qui termine lui aussi là, au pied du podium aux mondiaux. Quand même, belle prestation pour le Lavallois. Joseph Fan qui a bien failli monter sur le podium au championnat du monde junior de patinage artistique à Sofia en Bulgarie le 10 mars. Après avoir connu des ennuis à la suite de son programme court, Joseph a livré une performance à la hauteur de son talent au programme libre, terminant au 4e rang au total avec 210,91 points. Mon programme court m'a coûté une médaille, admet sans détour l'athlète de 16 ans. J'ai perdu beaucoup de points dans mon triple axel. Mes sauts triple axel, triple flip et triple boucle piqué n'étaient pas très bons. Je suis un peu déçu car je visais un podium, a-t-il dit. Membre du club de patinage artistique Laval, Joseph a amassé 65 points, ce qui le classait provisoirement en 14e place au terme de son programme court. Il s'est retroussé les manches, a effectué un bond de 10 places. D'ailleurs, il a mérité la 3e meilleure note de la part des juges lors de son second programme avec un pointage de près de 146 points. Bref, il a terminé à 1 point du médaillé de bronze Matteo Rizzo de l'Italie. Les Russes Alexei Erokov et Arthur Danielan qui ont pour leur part monopolisé les 2 premières marches du podium. Joseph a donc éclipsé son record personnel qu'il avait obtenu à la fin du mois de septembre 2017 au Grand Prix junior de Zagreb en Croatie. Il avait présenté un pointage de près de 145 points. Joseph a adoré sa première participation au championnat du monde. Je me suis fait des amis, j'ai rencontré les meilleurs patineurs de tous les pays. Nous étions 49. Termine Joseph Fan, qui a la ferme intention de se qualifier pour les championnats du monde, et ce sera en 2019. Faut que je l'admette, je suis un bon public. Hein? Je suis très ricaneuse, mais notre prochaine invitée... Tu ris mes jokes, c'est ça qui est le pire. Ouais, je rate les c'est ça que t'es un bon public. Imaginez notre prochain invité, il me fait mourir de rire, genre aux larmes, surtout avec son personnage de bluesman un peu trop intense, un peu fini de la vie. Avec sa voix grave de radio des années 80. Est-ce que tu aimes notre présentation? Un peu fini de la vie, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu, voire jamais. Ouais. Mais, mais je l'adore! Tu dis à cause de la voix? Ah, c'est tout. C'est un mix de plaquer là, un accord juste au bon moment. Tu peux dire quelque chose de banal, mais le fait que tu as ta guitare, ça rend tout c'est l'effet. Égal, fini de la vie. Je le vois là, je le vois. Non, mais tu sais, quand tu fais ton petit move de jambe sexy. Mais c'est un petit swag, Ouais. c'est un peu de... C'est comme un faux Ou le swag. petit Ouais, move un faux par en swag. arrière. C'est pas ça me calme. Tout le temps, tabarnak, baby! Mais Julien Tremblay, tu seras en show le 5 avril à la salle André Mathieu pour présenter ton show Humble et Magnifique. Puis moi, j'ai vu ton show, la première à Montréal, il y a plusieurs mois de ça. C'est une question un peu banale, mais le show, as-tu bougé pas mal tant que ça à la virgule? Je suis tellement en amour avec les jokes de ce show-là. On a enlevé ce qui était juste mathématique. Des fois, quand le maths, ça marche, mais il n'y a pas de propos. Là, chaque affaire a vraiment sa bulle. Les mères qui ont abandonné leur rêve pour élever les enfants, puis là, c'est comme 100 piastres. Le gouvernement devrait leur donner 100 piastres à chaque fois qu'ils font... Bien, ça, c'est devenu un plus grand numéro. Les choses qui étaient... qui venaient du cœur, qui étaient positives. Mais il y a beaucoup d'humour épuisé là-dedans, finalement. Ils n'ont pas juste dans le... Ça n'a pas d'allure, puis dans le... Ouais, c'est ça. Ben, j'allais dire, tu te définirais comment ton humour? Je sais pas. Ben, Je veux finir de la vie. Un fini de humour la vie. fini de la vie. Moi, Mais- j'aime ça au bout. Ben, de ce que je peux voir du public, il est de 13 à 113. Puis beaucoup de gens ont 113 au Québec. Ouais. C'est malade, là, les gens. Puis les raps d'accès dans le salle de Mais tu spectacle, fais ça pas un accroche. humour méchant. Ça, Non. c'est déjà, j'aime beaucoup. Ouais. Tu sais, C'est très public, très grand public. C'est l'idée, oui, c'est ça. Mais ton personnage qui t'a un peu révélé, si je peux me permettre, Ouais. ou remis sur la map, si je peux me permettre cette l'expression, ce personnage un peu moitié crooner, moitié... Est-ce que c'est... Parce que... délicieux. Très délicieux. Puis il y a ce côté, je trouve, je sais pas si c'est parce que tu as fait de la radio, mais tu sais, ta voix grave que tu vas chercher
chercher. Ouais. C'est comme un personnage. On dirait que, est-ce que c'est des choses que tu te permets de dire de cette façon-là que tu pourrais pas faire en stand-up comique? Non, pas du tout. La façon que je procède comme là, je suis en train de le faire là, pour le deuxième show. Là, je vais au bordel Comedy Club, puis là, j'essaie les jokes. Mais c'est pas de guitare. Ça veut dire que le personnage, il est juste là, c'est du gravy. Mais il faut que la joke soit bonne. C'est pas le personnage qui va faire qu'il y a une joke. C'est qu'il y a une joke. Et alentour, après ça, à force de le faire, on a pu voir qu'à moduler la voix, il y avait un rire. Puis de dire une niaiserie plaquée en anglais après, qui n'a pas rapport. Ça, c'est absolument drôle. Donc, ça, c'est trop... une joke. Mettons que je dis, wow, les gens qui ont des cils sur leur Beatles. Ben, c'est téméraire. Je m'en rappelle. Puis, moi, j'ai jamais vu de gosse sur un Dodge Ram. Puis là, je peux faire numéro 1 dans sa catégorie, baby. Puis là, le personnage prend forme là, tu sais. Mais, donc, il n'y a pas de choses que je peux pas me permettre de dire sans, parce que ça a déjà arrivé que ma guitare brise. Puis qu'il a fallu que je la laisse, puis que j'enchaîne. Mais on va faire ta psychanalyse, ouais. là. Est-ce que le fait d'avoir une guitare, au début, c'était comme une espèce de protection? Tu sais, Non. des fois, les Pas en tout. musiciens, ils Mais- se pas ça avoir une guitare dans les mains. Mais hein. ça fait longtemps que tu joues de la musique et que tu te sers de ton talent pour chanter. Tu as quand même, je trouve, un certain talent pour chanter. C'est vrai! Non, mais c'est vrai. Il y a vraiment... Puis je me rappelle, Julien, le matin, tu faisais des chansons. C'était l'émission du matin à Musimax, peut-être pour ceux qui s'en rappellent. Puis, tu sais, il y a ce côté-là que... Pour rare, l'enfant martyr. Ah, ouais. Simple Plan qui chantait Welcome to les problèmes Ouais. d'une adolescente. Ouais, ouais. Mais pour toi, est-ce que tu aurais aimé ça être un chanteur quelque part? Je pense que c'est ça. Peut-être que j'aurais aimé ça. Tu sais, les frisés veulent être raides, les raides veulent être frisés, mais les peignés sur le côté veulent être séparés dans le milieu. Je ne sais pas pourquoi. C'est que ça a toujours été... J'ai toujours voulu avoir une guitare puis être... Mais je voulais pas faire comme les autres. Je voulais pas prendre 15 minutes à la fin, jouer 2 tunes puis faire un point culminant. Puis, c'est par survie que j'ai inventé ça. Moi, ils m'ont réinvité 2 fois à même veiller dans le même mois. Puis j'avais tout fait mon matériel à Repentigny. Fait que là, viens Julien, un tel est malade. Fait que, OK, je suis retourné, mais je suis allé avec ma guitare cette fois-là. Puis là, j'ai fait parler au monde avec ça, puis il est né là, le personnage. Donc, OK. c'est pas une protection, même que je dois essuyer 30 secondes de... Ah non, une guitare. Des visages des gens qui connaissent, qui savent Ouais. pas le personnage. Donc, je le vois dans la face. Là. Tu arrives avec ta guitare, tu vois un gars arriver avec son Parce banjo. qu'il y a eu Laurent Paquin qui a fait ça aussi. Il y a plusieurs humoristes qui ont fait ça avec des chansons. Mais oui, tu fais... Tu te dis, c'est encore une toune qui va me faire, Ben oui. qui va tourner la même affaire. Est-ce que tu t'es allé à l'école de l'humour? Ouais. Ah, ça n'a pas été une belle expérience? Ben, ça n'a pas été une mauvaise expérience, ça n'a pas été une bonne. Ça a été neutre. Ça a été très neutre. J'étais à la bonne place au bon moment à la fin de l'année, quand j'ai pu rencontrer un recherchiste qui m'a booké à la radio. Puis j'ai travaillé 7 ans de temps à Énergie le matin, donc j'ai appris un autre médium. Puis, Ouais. Et d'ailleurs, je veux te revenir dans ce qu'on parlait tantôt, Musimax, Julien, le matin, parce que là, actuellement, les gens qui vont sur ta page Facebook, ils voient que c'est viral, des vidéos que tu fais, genre épisode Hawaii 450, puis... Hawaii 450. 450. Bon flash, j'avoue. Caméra 2. Mais parle-moi de ce concept-là, parce que ça pogne, puis c'est une manière pour toi de te faire connaître puis de faire de la pub gratis. Moi, Gratis là, de même. moi c'était juste... Moi, mon frère à Noël, on est là avec une bière, puis on se parle, puis moi, je veux... Puis je fais... Ben, moi, ça fait des années que je veux travailler avec lui. Il est 100 fois plus talentueux que moi. Puis en musique, puis... C'était juste pour travailler avec mon frère. C'est juste ça. Ça part d'une place, une quête noble de... Il y a eu 8 bandes. Il y a eu, que j'ai attendu qu'il passe au travail, que j'ai pas dit un mot. Il y a eu ses projets à lui, il y a eu, puis là, j'attends, puis je dis pas un mot. Puis là, il dit, je pense que toi, puis moi, Là, il était libre. Là, il était libre. Fait Ouais. que, fait que c'est ça, c'est sur ma page, c'est disponible le lundi matin à 7 h, mais tu peux le regarder n'importe quand dans la journée. C'est juste, j'ai une robe de chambre. Je suis cerné, je suis dans un décor Marina Orsini, Ouais. avec une attitude de « Ah, fuck, j'ai vu mes cheveux dans le lavabo. » Fait que c'est... Mais c'est merveilleux. On rit avec la vie, puis Ouais. c'est une émission Facebook dans laquelle on rit avec la vie. peu absurde. Mais c'est devenu... C'est un cartoon. Je l'ai Ben, même c'est ça. pas vu. C'est Ça a l'air- cartoon. ça- je vais aller voir C'est ça sur ta super page. drôle, c'est super drôle, puis c'est spontané, puis des affaires des Ouais. fois qui arriveraient pas s'il y avait pas justement, c'était pas stagé, tu sais. Ben, tu sais, des fois, ils vont dire, vous savez, vous êtes co-animés, ils vont dire chimie. Ben là, on se connaît pas, comment tu vas dire une chimie? Ben moi, j'ai choisi Nous autres, mes on joue bien gars. la comédie. C'est ça, non, c'est excellent. Sinon, on saillit. hein. Ouais, c'est ça. Ben nous autres, on a déjà cette chimie-là, Ouais. qu'on savait que j'ai choisi mon stagiaire qui est à l'École nationale de l'humour, que mon cousin Frank Lavoie, que je sais que c'est... Tant que personne n'a l'air de tout le monde,
on est correct. Ouais. Et je veux te parler absolument de ça parce que c'est sûr que ça a fait beaucoup jaser les derniers mois. Je t'amène sur ce terrain-là. Juste pour rire, la saga et tout ça, la création d'un nouveau festival, le Grand Montréal Comedy Fest. Comment tu vois ça? Est-ce que tu t'impliques? Parle-moi de cette aventure-là. Comment tu la vois? Ça fait 5 mois que j'ai rideau fermé chez nous puis je pratique pour le 2e show. Je suis out of the loop. Les gars, je revois des fois François Boulian, je t'as tombé grandi. Je vois Simon Gouache, ta barbe est plus drue. Tu pratiques ton nouveau show alors que tu donnes ce show-là? C'est pas mélangeant? Non. Il est parfaitement rodé. Tu peux passer à ta liste d'épicerie quand tu fais ton show? Non, je pense pas à ma liste d'épicerie parce que je pense à check bien la prochaine. Je dis ça au monde dans ma tête, je checkais bien l'autre, checkais bien l'autre, Mais je l'ai pas ri. tu faisais quoi avant? Est-ce que tu as eu un métier genre soudeur ou quelque chose par rapport? Tu as tout le temps été dans le milieu? À 16 ans, j'ai eu mon premier chèque de Juste pour rire. Je gagnais un concours. Ils m'ont donné 1500 pièces pour aller faire mon numéro au Théâtre Saint-Denis. Fait que je l'ai fait. Puis là, après ça, qu'est-ce que je fais? Bien, je me suis écrit un show, puis je l'ai fait dans les écoles secondaires en Ontario. J'avais 17 ans. Là, après ça, à 18, je me suis engagé à la radio. J'étais à l'École nationale de l'humour. À 18, après ça, 19, la radio. Après ça, Julien le matin. Après ça, fait que j'ai tout le temps, c'est une succession de projets. On parlait rapidement, parce qu'il reste peu de temps, mais on parlait de deuxième show. Calmez-vous, le compteur de deuxième show. On fait ça de même. Est-ce que les gens, le 5 avril, vraiment, je me force pour garder mon sérieux, est-ce que le 5 avril, les gens vont pouvoir entendre, pas entendre, mais voir un peu de ce nouveau show? Tu vas-tu essayer de casser des jokes, on rappelle? On me dit, non, je fais pas ça. Il me dit, ta gueule avec ça. On me dit, ta gueule avec ça. Ah ouais? C'est des bonnes jokes. Il y en a des très bonnes. Comme là, je peux t'en faire un jeu? Vas-y donc, ouais. C'est pas une joke, c'est très personnel. Combien de temps j'ai? Ah, s'il est de même, Vas-y, garde. On mettra le générique. Ben oui, c'est ça. Ah non, je la fais pas. Si je vais voir le 5 avril, peut-être que je vais en faire. Hey, on peut-y aller, nous autres? Ben, tu dis ça avec un thème de voix très fini de la vie. Ouais. Ben, bouclons la boucle avec ça. Oui, venez. Ben, fais-nous donc une petite voix. Ah, mais là, tu nous as invités. Fais-nous ton personnage fini de la vie en terminant. On va finir Ou de un même. petit move de jambe. Alors, ben là, je t'assis, ça va être une crampe assurée. Je suis déshydraté, madame. Mais nous vous remercions d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Et puis, c'est la seule émission, surtout ma TV, où les triangles sont à l'honneur. Gros plan sur le Sur le out. Écran bleu comme de VHS dans le temps. Les rideaux, c'est des échelles. Son de guitare ajouté au montage. Merci, Merci beaucoup, Julien Tremblay. Ça fait plaisir. Merci à toi. À la prochaine. C'est cool, ça. L'adaptation cinématographique de la série de jeux vidéo Tomb Raider, qui est un reboot de la franchise de 2001 et 2003. C'est bien ça? Oui. Et présentement à l'affiche, n'est-ce pas? Oui, On y c'est voit à l'affiche. une Lara Croft plus jeune que le personnage interprété par Angelina Jolie à ce moment-là. C'est un peu l'opposé. Ah, c'est Angelina l'opposé. Jolie, elle avait 26 ans, tandis que, je ne me rappelle pas de son nom, Alicia Vikander, elle a 29 ans quand le film a été tourné. Mais on voit les origines du personnage de Tomb Raider. On essaie de démontrer ses origines à travers le film qui est actuellement à l'affiche. Oui, bien, c'est aussi pour attirer une nouvelle génération, une nouvelle clientèle. Puis bon, c'est basé sur le jeu de 2013. Donc, la jeune Lara Croft, bon, on comprend qu'elle vient d'une famille assez aisée et elle pourrait l'être également, mais elle ne veut pas aller chercher l'héritage que son père lui a laissé parce que pour elle, son père est encore vivant. Il a juste disparu. Et là, finalement, le film, bon, elle s'en va dans une quête pour retrouver son père à cause d'indices qu'elle trouve et elle se ramasse sur une île où, justement, le méchant du film veut retrouver une momie avec certains pouvoirs dedans. Puis bon, j'en dirai pas trop, là. Mais je m'attendais à tellement plus quand j'ai vu... Mais quand tu dis plus, pourquoi? À quoi tu t'attendais de plus? La manière que la bande-annonce avait été faite... C'était plus grandiose. Pas plus grandiose. Je savais que ça allait pas être plus grandiose, mais je m'attendais à quelque chose de plus... avec un peu plus de edge, un peu plus d'action. Mieux ficelé. Mieux ficelé, un peu plus d'action également, de scènes de combat, par exemple? Est-ce qu'il y en a beaucoup des scènes de combat? Oui, il y a de l'action, mais comment je peux dire ça? Ça ressemble... C'est comme si ça serait un Indiana Jones,
mettons, le même contexte ce serait un très mauvais Indiana Jones, mettons. Mais le personnage de Lara Croft, je trouve qu'elle est parfaite, par contre, et c'est ce qui fait que le film se tient debout. est bon, se tient debout. Tu sais comment on fait souvent le jeu des comparaisons quand il est question de faire des reboots ou de prendre deux personnages, tu sais, le même personnage, mais qu'il y a deux personnes qui l'ont interprété à des peut-être époques différentes ou peu importe, là, dans le monde du cinéma. Beaucoup ont critiqué le choix d'Alicia Vikander parce que faut savoir quand même que Angelina Jolie, femme sensuelle, femme voluptueuse, femme qui est très jolie, pour reprendre son nom de famille. Mais Alicia Vikander n'est pas piquée des verres. Non, je te l'accorde, mais c'est pas le même gabarit, si je peux me permettre, en termes de présence forte à l'écran. Non, moi, je trouve que c'est mieux Alicia Vikander. Je pense que c'est mieux. Mais c'est parce que les détracteurs, moi, j'ai pas vu le film, mais je lisais souvent que les points où on achoppait, où c'était des points critiques, c'était le fait que Angelina Jolie, cette femme fatale, le physique comparé d'Alicia Vikander, était moins explosif. C'est triste, hein, on compare toujours le physique pour les femmes. Ça, c'est sorti de... Je suis d'accord avec toi, Manon. Depuis que le film est sorti, je l'ai entendu une couple de fois dans les fils d'actualité de certaines grosses chaînes télé. Tu sais, bon, il y a des vlogueurs qui ont comparé justement le physique d'Angelina Jolie et Alicia Vikander. Et je trouve que c'est donner de l'importance à des vlogueurs assez épais. Parce que, je suis tout à fait d'accord avec parce toi. que c'est leur donner de la belle publicité gratuite. Parce que... Mais c'est deux excellentes actrices. Peut-être que ton point, c'est que Angelina Jolie est peut-être un peu plus charismatique, un personnage un peu mythique, si on veut. Regarde, Angelina Jolie, physiquement, elle ressemble beaucoup plus au personnage de Tomb Raider dans les jeux vidéo. Aussi. Cela étant dit, Alicia Vikander, elle l'interprète beaucoup mieux, à mon avis. Tu sais, ça prend un personnage physiquement fort par rapport à ce qui se passe dans le parce film. qu'on voit plus de faiblesse aussi. On voit plus de faiblesse. C'est ce que je me suis fait dire encore là, ce que j'ai lu, puis je vais avoir ta perception, mais je lisais que le personnage de ce film, donc la nouvelle mouture de Tomb Raider, on voit plus de faiblesse à travers son personnage, plus de failles, moins fort peut-être, tu sais, dans le sens où quand ses combats, elle les mène, c'est plus égal, tandis que dans les deux films, 2001-2003, d'Angelina Jolie, elle avait la mitraillette, elle tuait tout le monde, c'était facile. C'était comme une Rambo, finalement. Exactement. Bien, c'est parce que celui-là, le film est sorti au mois de mars. Le but, c'est d'en faire une future franchise et c'est pour ça qu'il sort à cette date-là. Et ça, c'est juste une introduction au personnage. C'est pour ça que je dis que moi, j'ai apprécié l'effort. Je comprends ce qu'il voulait faire. Je trouve que j'ai adoré l'interprétation dans ce film-là de Lara Croft et je pense que ça va dans la bonne direction. Peut-être le film manque un peu d'originalité au niveau du scénario. J'espère que s'il y a un 2, je dis si parce que le film est arrivé en 2e position en fin de semaine. Mais regarde, on ne sait jamais, il pourrait très bien en avoir un 2. J'espère. Le personnage, c'est solide. Le personnage va évoluer. Et d'ailleurs, un des producteurs du film a dit que le but ultime, ça serait, c'est dans l'air ces temps-ci, de faire une franchise, un univers cinématographique avec plusieurs franchises de ces personnages de jeux vidéo-là. Lara Croft avec l'agent 47 un peu comme de Justice Hitman. League, un peu, là. C'est ça, mais le personnage de Hitman, le personnage de d'autres jeux vidéo, comme, tu sais, là, être dans le même univers cinématographique. Puis, un point que je trouve tellement pertinent, c'est la place de la femme dans nos héroïnes, ne pas seulement qu'elle basée sur le physique. Surtout en 2018, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe encore avec des scandales qui sont pratiquement tous les jours, à chaque semaine, déclarés. Et puis, je trouve ça sain, surtout avec, en 2017, Wonder Woman. Et c'est une autre sorte d'héroïne, ou en quelque sorte, mais c'est une femme quand même qui est mise à l'avant-plan, qui est le personnage central d'une franchise, d'un film. Je trouve ça le fun qu'on ait ce genre de discussion-là avec toi. On a fait tout un big deal, excusez l'expression, avec Black Panther, parce que c'était un super-héros noir, mais là, on a des femmes. C'est parfait. Fun, ça se diversifie. Puis d'ailleurs, tu as mentionné Wonder Woman. La jeune actrice qui interprète Wonder Woman, jeune... Emily Carey, celle qui l'interprète quand elle est jeune, c'est la même qui interprète Lara Croft quand elle est jeune. Donc, il y a une actrice qui peut dire qu'elle a joué Lara Croft. J'avais aucune idée. Et Wonder Woman. À quand une super-héroïne noire? Dans Black Panther. Oui. Ce film-là, d'ailleurs, est tellement bon. Allez le voir aussi, Black Panther. Puis je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais il est
sais, je veux dire, oui, il y a le personnage central, joué par Chadwick Boseman, si je me trompe Oui, c'est pas. ça, oui. C'est plein ça. Mais justement, les femmes sont tellement importantes, les femmes noires tellement importantes à ses côtés. C'est littéralement un film d'héroïne noire. ça- Puis ça, je suis content de race et je suis tellement content. Ça ouvre la porte à beaucoup de choses. Puis moi, quelque chose que je me demande, c'est que le prochain Avengers, bon, finalement, il est devancé. Je pense qu'il sort le 27 avril. Mais pour ce qui est de Black Panther, c'est jamais arrivé depuis Avatar qu'un film soit en 5 semaines encore au numéro 1. Je me demande si peut-être Black Panther va faire compétition à Avengers. Quand Avengers va sortir. On est rendu loin, Ouais. là, mais... Ça serait très Mais, possible. entre-temps, allez voir au cinéma, oui, Black Panther, mais aussi le sujet de discussion qu'on avait, c'était Tomb Raider. Merci, Nicolas. Merci. En conclusion, on va faire ça short and sweet, donc en bon Précis, français, court et sucré. Moi, j'ai Voilà. mis sucré. Je te laisse aller. Je t'écoute. Je vais te laisser le cours. Moi, je vais prendre... Mais toi, c'est impossible, t'es pas capable de faire ça, short and sweet. Ben, garde, check ça. Évidemment, je vous dis à très bientôt. Et puis, si vous voulez nous suivre, tvrl.ca, 3500 $, bingo qui suit dans les prochaines minutes et 2500 $ pour la carte pleine. C'était ça assez court à ton goût? Ah, t'es pas pire. Pas me suivre sur les réseaux sociaux. Et mon blog, ameliepaul.tv, une petite pub éhontée. Correct, tu l'assumes. Salut! Bye!